Cela avait commencé comme une plaisanterie, un rendez-vous arrangé conçu pour humilier la fille de la femme de ménage. Mais la chute de cette blague survint lorsque son prétendu cavalier se révéla être le fils du milliardaire, celui qui allait tout changer. Il pensait que ce serait drôle. Un jeu cruel, joué sous les lumières d'une villa, là où le pouvoir se cache derrière l'argent et où la dignité n'a pas de prix. Anna Millet, la fille de la domestique, n'était jamais censée être vue seulement utilisée. Mais un soir, un mensonge destiné à la ridiculiser croisa la vérité, et la seule personne qu'ils n'auraient jamais dû mêler à leur jeu, le fils du milliardaire. Ce qui avait commencé comme une farce allait briser des réputations, mettre des loyautés à l'épreuve et révéler qui ces gens sont vraiment lorsque personne ne les regarde. C'est l'histoire de la façon dont un seul acte de cruauté a tout changé. Le poids d'un plateau d'argent n'était rien comparé à celui de leur regard. Anna avançait à travers le vacarme spectre en uniforme noir et blanc. L'anniversaire de la famille Andron était une mer de robes étincelantes et de rires tranchants. Elle était invisible pour la plupart des invités, mais pas pour tout le monde. À 17 ans, Anna connaissait sa place d'ordinaire, au fond de la classe de son prestigieux lycée Saint-Clair, et jamais sur la pelouse d'un hôtel particulier comme celui-ci. Ce soir-là, sa place était aux côtés de sa mère Marie, pour aider l'équipe du traiteur. Madame Andron, la patronne de sa mère, avait insisté. Ce sera une bonne expérience, avait-elle dit. Marie savait que cela signifiait surtout de la main-d'œuvre gratuite pour la somptueuse fête d'anniversaire de 17 ans de son fils, Théo. « Baisse la tête, Anna, » murmura Marie, en lui prenant les verres vides du plateau. Le visage de Marie était doux, mais ses yeux fatigués. Ces gens-là vivent dans un autre monde. Nous, on ne fait qu'y passer. Je sais, maman répondit Anna en essayant de sourire. Anna était blonde, avec dans le regard une force tranquille des yeux qui voyaient tout. Elle vit le garçon fêter Théo Andron, trônant près de la piscine, entouré de ses amis. Anna les reconnut, tous ils étaient ceux qui fixaient les règles sociales, ceux qui ne lui adressaient jamais la parole. L'une d'elles, Justine Millet, éclata de rire un son aigu et tranchant qui traversa la musique. Elle pointa un doigt manucuré droit sur Anna. « Oh, regarde !» lança Justine assez fort pour que son groupe l'entende. « Théo, ta mère a même engagé du spectacle. Théo eut un rictus. Il avait une cruauté réservée à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. C'est juste le personnel, Justine. Sois pas méchante. »« Je ne suis pas méchante, » dit-elle, ses yeux brillants d'ennui. « Je m'ennuie, c'est tout. Cette fête est tellement prévisible. » Anna sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle se détourna vivement, regagnant la cuisine. Elle détestait cette sensation d'être un décor. Son grand-père aurait eu honte. C'était un ancien légionnaire, un homme d'une dignité profonde et silencieuse. La dignité, Anna, lui disait-il autrefois, c'est la seule chose que personne ne peut t'enlever. Tu ne peux que la céder. Elle serra plus fort le plateau. Elle ne la céderait pas. Justine observa Anna s'éloigner. Une idée lente et cruelle commença à germer. C'était mieux que prévisible. « Tu sais, » chuchota-t-elle à Théo, « je viens d'avoir une idée pour un nouveau jeu. » Elle se pencha vers lui, distillant le poison à son oreille. « Tu vois cette fille, discrète et nerveuse. » Théo regarda Anna, la fille de la domestique. « Et alors ? Et tu vois là-bas, au fond du jardin ?» Elle fit un signe de tête vers la lisière du vaste parc. Une silhouette solitaire se tenait dans l'ombre, observant les étoiles loin du bruit. « Adrien Lemaître, » dit-elle. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Le fils d'Armand, Lemaître. Il est vraiment venu. « Mon père a insisté, » répondit Justine. « Il veut faire affaire avec les Lemaître. Adrien n'a l'air aussi ennuyé que moi.
Alors, demanda Théo. Alors, répondit-elle avec un sourire acéré. Faisons-les se rencontrer. Rendons cette soirée mémorable. Théo comprit, enfin. La cruauté illumina son visage. C'est génial. Elle se croit des nôtres, montrons-lui où est sa place. Anna ramassait des assiettes près des porte-fenêtres lorsqu'ils s'approchèrent. Justine arborait un masque de douceur feinte. Théo restait en retrait, l'air faussement détendu. « Anna, c'est bien ça ?» demanda Justine d'une voix mielleuse. Anna se figea. Jamais Justine Millet n'avait prononcé son nom. « Oui. Salut, moi, c'est Justine, et voici Théo. »« Je sais, » répondit Anna doucement. « Bon anniversaire, Théo. »« Merci, » grommela-t-il déjà impatient. Justine se pencha comme pour confier un secret merveilleux. « Écoute, ça va te paraître un peu fou, mais il y a un invité ce soir qui voulait te rencontrer. » L'estomac d'Anna se serra. Quelque chose clochait, me rencontrer. « Oui, il est, disons, très important et un peu timide, » dit Justine en tendant son piège. « Il t'a vu travailler et a trouvé que tu avais de l'allure. » Elle faillit s'étrangler sur le mot. Il a demandé à Théo d'organiser une présentation, en privé, tu vois. Anna regarda le sourire de Justine, puis le rictus désinvolte de Théo. Elle savait que c'était une farce. Ça ne pouvait être qu'une farce. « Je ne crois pas, » dit-elle, en reculant. « Je dois travailler. »« Non, vraiment, » insista Justine. Elle attrapa le bras d'Anna, sa poigne étonnamment ferme. « Il t'attend dans le jardin, sous le grand saule. »« Si c'est une blague, ce n'est pas drôle, » dit Anna d'une voix faible. « Ce n'est pas une blague, » protesta Justine, faussement offensée. « On essaie juste de te faire une gentillesse. C'est un invité spécial. Il est juste différent. » Il n'aime pas les foules. Anna hésita. Le doute est une mauvaise herbe puissante. Et si c'était vrai? Si dans cette foule étincelante, une personne la voyait comme autre chose qu'un uniforme, l'espoir était minuscule, fragile, mais il existait. Cela la fit se sentir stupide. Ne le fais pas attendre, insista Justine. Il est juste là-bas. Cela ne te prendra qu'une minute. Théo, qui observait la scène, sentit un éclair d'impatience. Vas-y, bon sang, c'est Adrien, il t'attend. Il n'aurait pas dû dire son nom, mais Anna ne savait pas de quel Adrien il s'agissait. Allez, ordonna Justine en la poussant doucement. Anna regarda vers la cuisine. Sa mère était occupée. Ce ne serait qu'une minute. Contre son bon sens, elle se mit à marcher. À peine Anna, hors de portée de voix, Théo et Justine éclatèrent d'un rire étouffé. « Ça va être incroyable, » dit Théo en sortant son téléphone. « Viens, » répondit Justine, en lui prenant la main. « On passe par la haie. Il nous faut le bon angle. Quand Adrien le maître la verra dans ce tablier ridicule, sa tête vaudra de l'or. » Ils coururent se baissant derrière une rangée de haies soigneusement taillées. Ils trouvèrent un point, avec une vue dégagée sur le grand saule. Théo lança l'enregistrement. Le jardin était calme. La musique de la fête résonnait au loin comme un battement sourd. Anna traversait l'herbe douce. L'air sentait le jasmin. Elle se sentait profondément, désespérément idiote. Elle, la fille d'une domestique en uniforme marchant vers un rendez-vous arrangé dans le jardin d'un milliardaire, elle lissa son tablier les mains tremblantes. Elle se dit de rebrousser chemin, de courir se réfugier en cuisine. Mais elle continua d'avancer. Il fallait qu'elle voie. Il fallait qu'elle sache. Elle atteignit le grand saule. Un garçon se tenait là de dos, grand vêtu d'un costume sombre et simple, sans cravate. Il regardait la lune. Anna s'arrêta. Elle ne pouvait plus respirer. « Bonsoir », dit-elle. Sa voix n'était qu'un souffle. Le garçon se retourna. C'était Adrien le maître. Anna le reconnut.
Tout le monde au lycée le connaissait même s'il n'y était pas élève. Il était le fils d'Armand Lemaître, un homme qui possédait la moitié de Paris. On disait qu'il était brillant. On disait aussi qu'il était solitaire. Ce n'était certainement pas le genre de garçon qui aurait demandé à la rencontrer. Adrien la regarda. Ses yeux n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement perplexes. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix polie. « Je prenais juste un peu l'air. Je peux vous aider. » Le sang quitta le visage d'Anna. Le piège venait de se refermer. Elle entendit alors un petit rire étouffé venant de la haie. L'humiliation fut instantanée, froide, tranchante. Il l'avait piégée. Et pas avec n'importe qui, avec lui. Le seul invité ici plus célèbre que leur propre famille. Ils voulèrent qu'il rie d'elle, qu'il la rejette. Oh, fit Anna simplement. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. « Je vois. » Elle croisa les bras sur sa poitrine. C'était une blague. Adrien fronça les sourcils. Il avait entendu lui aussi ce rire dans les buissons. Il était habitué aux comportements étranges autour de lui, mais celui-ci était différent. Cette fille avait l'air brisé. « Quelle blague » demanda-t-il. « Peu importe » répondit Anna la voix tremblante. Elle se tourna pour partir. Elle voulait juste disparaître. « Attendez » dit Adrien, en faisant un pas vers elle. Il n'était pas dans le coup. Il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. « Qui vous a envoyé ?» « Eux, répondit Anna en désignant la haie. Elle en avait fini de les protéger dans l'ombre. La voix de Justine s'éleva. « Et Adrien, ton rendez-vous est arrivé, on l'a trouvé pour toi. » Théo éclata de rire. On lui a dit que tu étais impressionné. L'objectif du téléphone capta la lumière. Il filmait. Adrien Lemaître regarda la haie, puis Anna. Et dans un instant d'une clarté terrible, il comprit. Il comprit la cruauté banale, l'ennui, l'absence totale d'empathie. Il voyait cela sans cesse chez les partenaires d'affaires de son père. Il haïssait ça. Anna resta figée. Elle attendait le coup final qu'Adrien rejoigne le rire. Mais il ne rit pas. Il la regarda, le tissu noir bon marché de son uniforme, le tremblement de ses mains. Anna prit une profonde inspiration. Elle pensa à son grand-père. « Tu ne contrôles pas la bataille, mais tu contrôles ta façon de te tenir. » Elle redressa le menton. Les larmes avaient disparu. Ses yeux étaient clairs. Elle ne regarda pas la haie. Elle regarda directement Adrien Lemaître. « Je suis désolée de vous avoir dérangé, monsieur Lemaître, » dit-elle d'une voix formelle et posée. « On m'avait dit que vous souhaitiez me voir. Je vois à présent que c'était faux. » Elle fit un léger signe de tête plein de dignité. « Bonne soirée. » Elle se retourna pour partir. « Quel est votre nom ?» demanda Adrien. Sa voix trancha la nuit. Anna s'arrêta. Elle se retourna. « Anna qui vous a dit que je vous attendais ?» insista-t-il. « Cela n'a pas d'importance. Si pour moi, ça en a. » Une lueur de défi passa dans les yeux d'Anna. « Pourquoi ? Pour que vous puissiez tous rire, encore demain. »« Non, merci. Mon grand-père a combattu dans la Légion. Il m'a appris qu'on ne choisit pas la bataille, mais qu'on choisit comment on se tient. Je me tiens maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Elle se remit à marcher. La farce venait de se retourner contre eux. Justine et Théo restèrent silencieux. Ce n'était plus drôle. Anna ne pleurait pas. Adrien ne riait pas. Il semblait en colère. « Attendez, » dit-il encore. Anna s'arrêta sans se retourner. « Ce sont des imbéciles, » dit Adrien, sa voix basse mais chargée. Il passa devant elle, marchant droit vers la haie. « N'est-ce pas, Théo Justine ?» L'enregistrement cessa. Deux silhouettes sortirent de l'ombre. Justine semblait furieuse, Théo terrifié. « Adrien, mec, c'était juste une blague » balbutia Théo.
Adrien Lemaître posa sur lui un regard glacé. « Vous l'avez piégé, vous m'avez utilisé pour l'humilier. On voulait juste… » commença Justine. « Vous vouliez quoi ?» coupa Adrien. « Être élégant, vous amuser. » Il jeta un regard en arrière vers Anna, qui se tenait là, immobile, prisonnière, au milieu de la pelouse. La plaisanterie était terminée, mais ce qui commençait était bien plus dangereux. Adrien Lemaître, le garçon qui ne parlait jamais à personne, se tourna vers la fille, en uniforme de service. Il était sincèrement impressionné, et il était en colère. « On révèle qui l'on est quand on pense que personne ne regarde, » dit-il à Théo et à Justine. Mais moi, je regardais. Il leur tourna complètement le dos et s'approcha d'Anna. « Je te présente mes excuses, pour eux, » dit-il. « Vous n'avez pas à le faire, » répondit Anna. « Vous n'y êtes pour rien. »« Je fais partie de leur monde, » répondit Adrien. « Il semble bien que oui. » Il la regarda vraiment pour la première fois. « Que faisait ton grand-père » ? « Il était légionnaire, » répondit Anna surprise par la question. « Il a reçu une médaille. Il disait que c'était juste pour avoir fait son devoir. » Adrien hocha la tête. La dignité. Anna le fixa. Le fils du milliardaire ne riait pas d'elle. Il se tenait à ses côtés. La farce n'avait pas seulement échoué. Elle s'était retournée contre ses auteurs, d'une façon que Justine et Théo n'auraient jamais imaginée. Le cœur d'Anna battait contre sa poitrine, comme un tambour. Elle était prisonnière statue, au milieu du jardin, d'une famille riche. 3 des adolescents les plus puissants de son monde étaient enfermés dans un duel silencieux. Et elle était le champ de bataille. Le visage de Justine Millette était pâle de rage. Son monde parfait venait de se fissurer. « Adrien, tu ne comprends pas, » dit-elle. « C'était juste un truc de lycée, un truc de lycée, » répéta Adrien d'un ton plat. Il se tourna vers Théo. « C'est comme ça que tu appelles ça, Andron. Tu organises une fête pour humilier ceux qui travaillent pour toi ?» Théo tressaillit. Décevoir Adrien. Le maître était bien pire que d'être pris en faute par ses parents. Armand Lemaître et son père avaient des affaires ensemble, c'était grave. Non, mec, bien sûr que non, balbutia Théo, cherchant ses mots. On ne savait pas que tu… On pensait juste que c'était drôle. Ce n'était pas drôle, dit Adrien. Anna regardait. Une petite part froide de son esprit perçut le renversement du pouvoir. Les bourreaux devenaient les humiliés. Mais cela ne lui apporta aucun réconfort. Elle voulait juste partir. Elle fit un pas en arrière vers l'ombre. « Je dois retourner travailler » dit-elle d'une voix calme, mais qui brisa la tension. Adrien se tourna vers elle. Sa colère sembla se dissoudre en la voyant. Son expression s'adoucit légèrement. Il vit sa dignité. Il vit la force qu'il fallait pour rester debout. « Oui, dit-il, tu devrais y aller. » Il lui offrait une échappatoire. Anna n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle se retourna et marcha non. Ne courut pas vers les lumières de la villa. Elle ne se retourna pas. Chaque pas était une victoire. Elle garda le dos droit, la tête haute. Elle ne leur laissa pas voir qu'elle tremblait. Dès qu'elle fut partie, la fureur silencieuse revint sur le visage d'Adrien. « Donne-moi ton téléphone, » dit-il à Théo. « Quoi ? Ton téléphone, celui avec lequel tu filmais. Donne-le-moi, » ordonna Adrien. « Adrien, allez, je l'ai déjà effacé, » mentit Théo. Adrien fit un pas de plus. Il était plus grand que Théo. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Donne-moi le téléphone, Théo, ou j'appelle ton père. Ensuite, j'appellerai le mien, et je leur dirai à tous deux comment vous traitez vos invités, toi et Justine. » La menace était limpide. Ce n'était pas une affaire d'amitié, mais de pouvoir et de famille. Le seul langage que Théo comprenait. La main tremblante, Théo sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla
et le tendit. Adrien ouvrit la galerie. La vidéo était là 30 secondes d'Anna marchant vers le saule. Il appuya sur lecture. Il entendit la voix aiguë de Justine. « Oh, c'est parfait. Elle le cherche vraiment. » La mâchoire d'Adrien se contracta. Il leva le téléphone pour le montrer à Justine et Théo. « Voilà qui vous êtes, dit-il. » Il appuya sur Supprimer. Puis il alla dans le dossier des éléments récemment effacés et l'effaça définitivement. Il rendit le téléphone à Théo. « C'est terminé, » dit Adrien. « Adrien attend, » dit Justine, la voix désespérée. Elle avait l'habitude de dominer les garçons, pas d'être rejetée par eux. « Ne sois pas comme ça. C'était pour toi. On pensait que tu t'ennuyais. » Adrien la regarda, longuement, froidement. « Je m'ennuie de tout ça, dit-il. Je m'ennuie de toi. » Il tourna les talons et s'éloigna non vers la fête, mais vers les grilles de l'allée. Il s'en allait. Justine et Théo restèrent seuls dans le jardin. La musique de la fête de l'autre côté, des haies paraissaient creuses, stupides. « Il nous déteste, » dit Théo d'une voix faible. « Mon père va me tuer. » « Ne sois pas dramatique, » répliqua Justine, sa peur se transformant de nouveau en colère. « Ce n'est pas ta faute, c'est la sienne. » Théo la regarda perdu. « Quoi, comment ça, sa faute? C'est nous qui... » « Elle nous a ridiculisés, » siffla Justine. « Devant Adrien le maître. Elle a joué les victimes. Elle nous a fait passer pour des monstres. On était quand même un peu Justine. »« Tais-toi, Théo !» cria-t-elle en le poussant à l'épaule. « Ce n'est pas fini. Cette petite domestique, elle se croit supérieure maintenant, parce qu'Adrien le maître l'a défendue. On verra bien. » L'esprit de Justine fonctionnait déjà. Elle avait été humiliée. Elle ne le supporterait pas. Elle allait réparer ça. Elle remettrait Anna à sa place. Anna, elle ne retourna pas tout de suite à la cuisine. Elle se glissa par une porte latérale. Elle donnait sur un couloir sombre, un passage de service qui sentait la cire et le vieux bois. Elle s'adossa au mur. Le plateau d'argent était encore dans ses mains. Elle le posa au sol, puis se laissa glisser jusqu'à s'asseoir sur le carrelage froid. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine. Enfin, elle se laissa aller à trembler. L'humiliation la submergea brûlante, étouffante. Ils l'avaient enfilmée, ils avaient ri. Elle était tombée en plein dedans. « Idiote, idiote, idiote » murmura-t-elle dans l'obscurité. Elle pensa à sa mère, travaillant si dur toujours, si prudente. « On ne fait que passer » avait dit sa mère. Anna avait oublié. Pendant une seconde de folie, elle avait espéré. Et Adrien, le maître, c'était la partie qu'elle ne comprenait pas. Il n'avait pas ri. Il avait été en colère. Il l'avait défendue. Il l'avait regardée. Et il l'avait vue. Il avait vu en elle la dignité de son grand-père. Une larme coula. Elle l'essuya aussitôt, furieuse de sa faiblesse. Cela n'avait plus d'importance. Il était parti. Le moment était passé. Il ne lui restait plus qu'à survivre à la fin de la soirée. Et ensuite à survivre au lundi, quand Justine et Théo auraient sans doute leur propre version de l'histoire. Elle entendit des pas. Elle se leva rapidement, s'essuya le visage et reprit son plateau. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. C'était sa mère, Marie. « Anna, te voilà. Je me demandais où tu étais. » Marie s'arrêta net. Elle vit le visage de sa fille, les yeux rougis, la lèvre tremblante, une mère sait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix soudain tranchante. « Qui t'a dit quelque chose ?»« Personne. »« Maman, je vais bien, » mentit Anna. « Je suis juste fatiguée. Ne me mens pas. »« Anna, » dit Marie. Elle s'avança dans le couloir et toucha la joue de sa fille. « Tu as pleuré. » C'était Madame Andron. Non, c'était des jeunes du lycée, Théo Andron et Justine Millet. Le visage de Marie se durcit.
Elle connaissait ses noms, ses familles, celles qui laissaient traîner leurs manteaux de marque partout et traitaient le personnel comme du mobilier. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» demanda-t-elle. Anna ne put raconter toute l'histoire. C'était trop humiliant. Ils se sont juste moqués de moi parce que je travaille ici. Ce n'est pas grave. Si c'est grave, répondit Marie d'une voix ferme, tu vaux 10 fois plus qu'eux. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, maman. Marie regarda sa fille. Elle y retrouva la même force que chez le grand-père d'Anna, mais aussi sa vulnérabilité. Ton grand-père dit. Marie m'a toujours dit que le monde se divisait en 2 sortes de gens, ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Ces enfants-là, ce sont des destructeurs. Anna ne les laisse jamais te briser. Elle la serra fort contre elle. Allez, va te rafraîchir. Il nous reste 10 minutes, ensuite, on rentre à la maison. D'accord, maman. Anna se sentit un peu plus forte. Elle n'était pas seule. Elle avait sa mère et la mémoire de son grand-père. Elle alla dans la petite salle d'eau du personnel. Elle se passa de l'eau froide sur le visage. Elle se regarda dans le miroir bon marché et déformée. La fille qui la regardait n'était pas une victime. C'était une survivante. C'était l'héritière de son grand-père. Elle inspira profondément, remit de l'ordre dans son uniforme et sortit. En entrant dans la cuisine, le chef du service traiteur leva les yeux. « Anna, peux-tu t'occuper de ça ?» demanda-t-il en désignant un petit plateau. « C'est pour un invité qui part. » Il l'a demandé lui-même. Qui demanda Anna? Le jeune Lemaître. Il est dehors dans une voiture noire. Il a dit qu'il voulait juste une bouteille d'eau et... Le chef vérifia sa note. 2 sablés au citron. Il a dit qu'il attendrait. Le sang d'Anna se figea. Moi, vous voulez que j'y aille? Oui. Tu sors de toute façon, non. Dépose-le simplement à la voiture en passant. C'est la berline noire près du grand portail. Tu ne peux pas la manquer. C'était un cauchemar. Il était encore là. Pourquoi était-il encore là? Elle voulait refuser. Elle voulait se cacher. Mais c'était son travail. D'accord, dit-elle d'une voix plate. Elle prit le petit plateau, une bouteille d'eau, 2 sablés au citron, sur une assiette en porcelaine. Elle sortit par la porte principale. Le bruit de la fête s'estompa derrière elle. L'air était frais. L'allée circulaire bordée de voitures de luxe menait aux lourdes grilles de fer. Tout au bout, une berline noire luisait dans l'ombre moteur allumée. Anna marcha sur le gravier, le bruit de ses pas, trop fort, à ses oreilles. Elle s'approcha de la voiture. La vitre arrière était teintée. Elle ne voyait rien à l'intérieur. Elle frappa doucement contre le verre. La vitre descendit dans un léger bourdonnement électronique. Adrien Lemaître était assis à l'intérieur. La lumière douce de l'habitacle éclairait son visage. Il paraissait plus âgé, ici plus grave. « Je pensais que vous étiez parti, » dit Anna. « J'attendais, » répondit Adrien. « Pour les biscuits ?» demanda Anna confuse. « Non, pour toi. » Anna le fixa, interdite. « Pourquoi ? Je voulais m'assurer que tu allais bien, » dit-il simplement. « Je vais bien dit, Anna. » C'était le même mensonge qu'à sa mère. Il sonnait aussi faux. Adrien regarda le plateau. « C'est pour moi. »« Oui. » « L'eau et les biscuits. » Il prit la bouteille. Il regarda les sablés. « Je n'aime pas vraiment les sablés au citron, » avoua-t-il. « J'avais juste besoin d'un prétexte pour te faire venir ici, loin d'eux. » Il jeta un regard vers la maison. « Et loin de ta mère. »« Comment le savez-vous » demanda Anna. « Je t'ai vu avec elle, » répondit Adrien. « Il y a quelques minutes dans le couloir de service. Je partais. La porte était ouverte. Il avait donc vu ça aussi. Il avait vu sa chute et la tendresse de sa mère. » Anna sentit une nouvelle vague de honte. « Ne fais pas ça, » dit Adrien, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ne sois pas embarrassée, tu n'as rien fait de mal,
Il faut que j'y aille, dit Anna. Elle tendit le plateau. Prenez les biscuits, s'il vous plaît, je dois rendre l'assiette. Adrien prit le plateau, le posa sur le siège, à côté de lui. Ton grand-père, le légionnaire? Quel était son nom? Armand, répondit Anna. Robert Millet, le père de ma mère. Robert Millet, répéta Adrien comme pour le mémoriser. Il t'a bien enseigné. Anna regarda ce garçon, ce fils de milliardaire qui vivait dans un monde qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Pourtant, il était le seul, ce soir-là, à lui avoir parlé avec respect, hormis sa mère. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda Anna. « Pourquoi les autres sont-ils si cruels ?» répliqua Adrien. Il se pencha légèrement vers elle. « Ces gens-là là-dedans, dit-il en désignant la fête vivant à la surface. Ils parlent d'argent de voiture des autres. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est vide et c'est faible. » Il la regarda. « Toi, Anna, tu n'es pas faible. Tu es restée debout dans cet uniforme, et tu avais plus de force que d'eux réunis. Ils le savaient. C'est pour ça qu'ils étaient si furieux. » Anna ne savait que répondre. Il la voyait comme forte. « Mon chauffeur m'attend, » dit Adrien. « Je dois y aller. » Il hésita. « Ton école. » « Tu es bien au lycée Saint-Clair avec eux. » Anna acquiesça. « Avec une bourse. Je vais dans un autre établissement, mais je connais Saint-Clair. » Adrien sembla réfléchir. « Lundi sera difficile pour toi. Justine et Théo ne laisseront pas tomber. Ils vont déformer l'histoire. Je sais, dit Anna, je saurai gérer. Tu ne devrais pas avoir à le faire, répondit Adrien. Il sortit son portefeuille. Anna recula brusquement. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas... Adrien chercha dans la pochette et en sortit une petite carte blanche, simple. « Ce n'est pas de l'argent, dit-il. C'est mon numéro. Mon numéro personnel, pas celui du bureau de mon père. » Il la lui tendit. « S'il t'embête, t'appelle-moi ou envoie-moi un message. Je le pense vraiment. Je peux t'aider. » Anna regarda la carte. La prendre semblait dangereux, comme franchir une ligne invisible. « Je n'ai pas besoin d'être protégée, » dit-elle. « Je sais, » répondit Adrien. « Ce n'est pas pour te protéger, c'est pour te soutenir. Ce n'est pas la même chose. » Lentement, elle tendit la main et prit la carte. Leurs doigts se frôlèrent une étincelle minuscule dans l'obscurité. « Merci, » dit-elle. « Bonne nuit, Anna, » répondit-il. « Bonne nuit, Adrien. » La vitre se remonta. La berline glissa silencieusement le long de l'allée et disparut derrière les grilles. Anna resta seule, tenant la petite carte blanche. Elle retourna à la cuisine, reposa le plateau vide et retrouva sa mère. « Prête ?» demanda Marie. « Oui, prête », répondit Anna. En marchant vers l'arrêt de bus dans l'obscurité, Anna glissa la carte dans sa poche. Elle avait survécu à la fête. Mais repensant à l'avertissement d'Adrien, elle savait que la vraie bataille commencerait lundi. Le trajet de retour en bus fut silencieux. Marie, sa mère, connaissait le poids du silence. Elle savait distinguer le silence de la fatigue de celui de la blessure. Elle tenait la main d'Anna des doigts, calleuse une chaleur solide dans la nuit. Le dimanche s'étira long et gris. Anna essaya de faire ses devoirs de lire, mais son esprit rejouait sans cesse la scène du jardin. Elle revivait le rire de Justine, la stupeur de la défense d'Adrien. Elle gardait la petite carte blanche dans sa poche. Elle lui semblait lourde comme une pierre promesse, ou fardeau, elle ne savait pas. Le lundi arriva comme une convocation. Le lycée Saint-Clair n'était pas une école, c'était une forteresse de briques et d'argent anciens. Anna se sentait toujours minuscule en passant les grandes portes de chêne. Elle était une élève boursière, une erreur d'arrondi dans les comptes du mécénat. Sa règle était simple, rester invisible. Mais en avançant dans le couloir principal, elle sut que l'invisibilité n'était plus possible.
Les murmures commencèrent d'abord. Elle avait l'habitude d'être ignorée, pas d'être fixée. Des élèves qu'elle croisait depuis 2 ans, sans un regard, la dévisageaient maintenant. Ils la fixaient, détournèrent les yeux, puis chuchotaient à leurs amis. Quelques garçons riaient. C'était une sensation glaciale et piquante. Pire qu'être invisible, être une exposition. Elle atteignit son casier. Il l'attendait. Justine Millette était appuyée contre le casier voisin, flanquée de Théo Andron. Théo semblait mal à l'aise. Justine, elle avait l'air de posséder le monde. « La voilà », annonça Justine. Sa voix était forte. Elle résonna dans le couloir qui se tut. La harceleuse. Le sang d'Anna se figea. Elle serra la sangle de son sac. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Tu m'as entendu », ricana Justine, savourant l'attention. C'était pathétique, Anna, vraiment. Suivre Adrien le mettre dans le jardin, te jeter sur lui comme ça. Le mensonge était stupéfiant. Tellement complet, tellement inversé, qu'Anna resta muette un instant. Justine prit ce silence pour de la faiblesse et s'avança. Il s'est senti tellement gêné pour toi. Il nous a raconté à quel point tu le mettais mal à l'aise. Il a dû quitter la fête pour t'échapper. C'était si embarrassant. On a tout vu, ajouta Théo, reprenant courage. Il ne put croiser le regard d'Anna et fixa le sol. Tu le dérangeais vraiment. On a dû aller là-bas pour, tu sais, le sauver. Le cercle d'élèves autour d'eux grossissait. Tous observaient le spectacle. Anna regarda les chaussures de Théo, puis leva les yeux vers les visages dans le couloir. Curieux, jugeant, prêts à croire le pire. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Anna d'une voix basse. « Ah oui, » rit Justine, « c'est sa parole contre la nôtre. Tu crois qu'ils vont croire qu'Anna, la fille de la femme de ménage, ou nous, c'était un piège parfait. » Anna la regarda. Elle pensa à son grand-père. « Tu contrôles ta façon de te tenir. » Elle pensa à Adrien. Ils sont faibles. Elle sentit la petite carte rigide dans sa poche. Elle se tourna vers son casier et entra calmement sa combinaison. Le déclic du verrou résonna dans le silence comme un coup de feu. « Tu es pathétique, » dit-elle. Sa voix n'était pas forte mais claire. Le sourire de Justine se figea. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à des cris pâles à ce calme glacial. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Justine, incrédule. Anna sortit son manuel d'histoire de son casier et se tourna vers eux. « Vous savez ce qui s'est passé ?» dit-elle en les regardant, tour à tour, Justine, Théo. « Et moi aussi, je le sais. Et Adrien le sait. » Elle marqua une pause, laissa ses mots flotter dans l'air. « Et ça me suffit. » Elle referma la porte de son casier, sans la claquer, puis fixa Justine. « Écarte-toi. » Justine, surprise, fit réellement un pas en arrière. Anna s'éloigna, traversant la mer d'élèves qui s'ouvrait devant elle. Elle sentait leur regard brûler dans son dos. Ce fut la marche la plus longue et la plus dure de sa vie. Mais elle ne courut pas. Elle atteignit les toilettes des filles, entra dans une cabine, verrouilla la porte. Ses mains tremblaient, si fort qu'elle peinait à tenir son livre. Elle ne pleura pas. Elle était trop en colère. Le mensonge était brillant, parfaitement cruel. Il la faisait passer pour l'agresseuse et eux pour les héros venus protéger leur ami. Il les protégeait de toute conséquence avec Adrien et détruisait sa réputation. Elle sortit la carte blanche de sa poche, un nom, un numéro. « Appelle-moi s'il t'embête. » Elle en avait envie. Elle voulait lui écrire « Ils mentent, ils disent à tout le monde que je t'ai suivi. » Mais elle s'arrêta. Son pouce resta suspendu au-dessus de l'écran de son vieux téléphone. Si elle le contactait maintenant, qu'est-ce que cela donnerait? Elle leur donnerait raison, la fille désespérée qui s'accroche au garçon riche. Elle confirmerait la rumeur. Non, elle ne pouvait pas utiliser ce numéro.
C'était son combat, pas le sien. Elle remit la carte dans sa poche. Elle tiendrait bon. Elle encaisserait. La journée fut une épreuve de 1000 petites humiliations. En cours d'histoire, quelqu'un avait écrit « Le maître Stalker » dans un coin du tableau blanc. Le professeur l'avait vu, avait froncé les sourcils et l'avait effacé sans un mot. À la cantine, Anna s'assit seule, comme toujours. Mais aujourd'hui, sa solitude était un projecteur. À la table d'à côté, un groupe de filles bavardait exprès, à haute voix. « Tu imagines ?» lança l'une. « Une amie de Justine qui se pointe dans cet uniforme. Comme si Adrien la regarderait. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas très stable, » chuchota une autre. « Elle est boursière. Mon père dit qu'ils acceptent n'importe qui maintenant pour la diversité. C'est triste. » Elle délire. Anna garda les yeux sur son manuel. Elle mangea son sandwich. Chaque bouchée avait le goût de cendre. Elle se concentra sur les mots imprimés. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Il suffisait de tenir jusqu'à la fin de la journée. Elle resta tard, à la bibliothèque, attendant que les couloirs se vident et que les équipes sportives soient dehors. Elle voulait juste rentrer. Elle rangeait un livre quand la directrice Madame Delcourt s'approcha. Femme grande et mince, toujours l'air déçu. « Mademoiselle Millet, dit-elle d'une voix neutre. Un mot, s'il vous plaît. » Le cœur d'Anna s'arrêta. Ils m'ont dénoncé. Elle suivit la directrice jusque dans le bureau boisé, à l'odeur de cire et de vieux papier. « Asseyez-vous, Anna. » Anna s'assit au bord d'une chaise de cuir rigide, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai reçu ce matin un appel préoccupé, » dit Madame Delcourt, en consultant une note sur son bureau. De Madame Andron. L'estomac d'Anna se serra. Madame L m'a raconté une histoire assez troublante au sujet d'un incident survenu à sa réception samedi. Cela vous impliquait son fils et le jeune monsieur le maître. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Anna. « Ce qu'elle a dit, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont eux qui… » Madame Delcourt leva une main fine. « Je sais qu'il y a toujours plusieurs versions, Anna. Et franchement, la vie sociale de mes élèves n'est pas ma priorité. » Elle se pencha en avant. « Cependant, la famille Lemaître est très importante pour le lycée Saint-Clair. Nous finalisons en ce moment un don généreux de Monsieur Armand Lemaître pour le nouveau pavillon scientifique. Voilà le véritable enjeu. Ce n'était pas une question de vérité, mais d'argent. Je ne peux pas tolérer de perturbations, » poursuivit Madame Delcourt, « surtout lorsqu'elle concerne le fils de notre plus grand mécène. Je ne veux aucun problème. Est-ce clair ? » « Ce n'est pas moi qui en cause, » murmura Anna. « C'est sans importance, » trancha la directrice d'un ton sec. « Vous êtes le dénominateur commun, mademoiselle Millette. Vous êtes celle qui est sous aide financière. Les Andron sont une famille de tradition. Les Lemaître sont notre avenir. Le message était limpide. Vous ne comptez pas. Donc je vous le dis en tant que responsable de votre bourse, » reprit Madame Delcourt, « vous éviterez tout contact avec Théo Andron, avec Justine Millet, et surtout avec Adrien Lemaître. Ne lui parlez pas, ne le regardez pas, ne le contactez pas. Suis-je clair ? » Ce n'était pas une question, mais un ordre. Anna sentit les murs du piège se refermer. Ils avaient menti, et maintenant l'école faisait appliquer leurs mensonges. « Évitez-les, mademoiselle Millet, » conclut la directrice. « Votre bourse dépend d'un dossier disciplinaire irréprochable. Pas de drame, pas d'incident. Juste du calme et d'excellentes notes. Vous m'avez comprise. Oui, madame, » dit Anna. Les mots lui brûlèrent la bouche comme des pierres. « Très bien, vous pouvez disposer. » Anna se leva les jambes tremblantes et sortit du bureau. La colère ressentie le matin avait disparu. Il ne restait qu'une peur froide, lourde. Il ne se contentait plus de salir son nom
Il menaçait son avenir tout entier. Elle ne prit pas le bus. Elle marcha. Des kilomètres. Elle avait besoin de l'air froid pour éclaircir ses pensées. Il l'avait piégée. Si elle se défendait, ce serait du drame, et elle perdrait sa bourse. Si elle se taisait, il gagnait. Ils avaient gagné. Elle pensa à son grand-père. Lui avait connu de vraies batailles, affronté de vrais ennemis. Ce n'était qu'un lycée, mais cela lui paraissait tout aussi désespéré. Elle atteignit enfin leur petit appartement propre, juste au moment où le soleil se couchait. Sa mère était dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner. « Anna, tu es en retard. Tu es rentrée à pied », demanda Marie en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle se retourna et son sourire s'effaça. « Anna, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Anna resta dans l'embrasure de la porte. Elle regarda sa mère, cette femme qui travaillait si dur, qui supportait tant de choses pour elle, et toute la force qu'elle avait maintenue toute la journée, à travers les murmures, les mensonges et les menaces, s'effondra. Elle s'assit lourdement à la petite table de la cuisine et lui raconta tout. Le jardin, le piège, la défense d'Adrien, le numéro de téléphone. Le couloir, la rumeur de harcèlement, le bureau de Madame Delcourt, la menace sur sa bourse. Marie écouta sans l'interrompre. Son visage se figea, peu à peu se durcit. Sa main crispée sur le couteau de cuisine était blanche. Quand Anna eut terminé, le seul bruit fut celui de l'horloge. Marie posa lentement le couteau. « Elle a menacé ta bourse, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, elle m'a dit de rester loin de tout le monde, de ne pas faire d'histoire. » Marie détacha son tablier, le plia et le posa sur le comptoir. « Prends ton manteau. » Quoi demanda Anna en essuyant ses yeux. « On retourne à l'école. »« Maman, non !» s'écria Anna en se levant d'un bond. « Ça ne fera qu'empirer les choses. Madame Delcourt a dit... » « Je me moque de ce qu'a dit Madame Delcourt. » Coupa Marie d'une voix d'acier. Anna ne l'avait jamais entendu parler ainsi. « Je lave les sols de la famille Andron depuis 5 ans. J'ai gardé le silence pendant que la mère de Justine se plaignait que je cirais trop bruyamment. J'ai souri et j'ai dit oui, madame, jusqu'à en avoir le goût du poison dans la bouche. » Elle planta son regard dans celui d'Anna, les yeux brûlants. « Mais ils ne feront pas ça à toi. Ils ne détruiront pas ton avenir parce que leurs enfants sont cruels. Ils ne traiteront pas ma fille de menteuse. Mais c'est notre parole contre la leur, » pleura Anna. « Personne ne nous croira. »« Oui, » répondit Marie, « et il est temps que nous commencions à parler. Ce n'était plus la femme fatiguée et résignée de la fête. Ce n'était plus celle qui disait « on ne fait que passer ». C'était une combattante. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» Marie s'arrêta. Elle regarda sa fille. « Ton grand-père t'a appris la dignité. Il m'a appris le combat. On ne combat pas les menteurs avec la colère, Anna. On les combat avec la vérité. Et on les frappe là où ils sont faibles. »« Où sont-ils faibles ?» demanda Anna. « Ils ont peur, » dit Marie. « Peur d'Adrien le maître. Et encore plus, peur de son père. » La main d'Anna se porta à sa poche vers la carte. « Je ne peux pas l'appeler maman. On croira que je suis... comme ils disent. La directrice m'a interdit de le contacter. Tu ne l'appelles pas, dit Marie en attrapant son sac et ses clés. Pas encore. Alors quoi? D'abord on retourne à cette école. On va voir Madame Delcourt et on va lui dire la vérité. Et si elle n'écoute pas... » Marie ouvrit la porte de l'appartement. Alors, on trouvera quelqu'un qui le fera. L'air du soir était vif et froid. Le chemin jusqu'au lycée Saint-Clair se fit en silence. Les pas de Marie étaient rapides, déterminés. Anna devait presser le pas pour la suivre. L'école si imposante, le jour, ressemblait à une bête endormie la nuit. Quelques lumières seulement restaient allumées. « Maman, et si elle n'est pas là ?» demanda Anna d'une petite voix. « Elle y sera, »
répondit Marie. « Ces gens-là restent toujours tard. Ils croient que ça les rend importants. » Elles passèrent les portes principales encore ouvertes pour le personnel d'entretien. Les talons de Marie claquaient sur le sol de marbre ciré. Elle marchait avec une assurance qu'Anna ne lui connaissait pas, non pas comme une employée, mais comme un général. La lumière était allumée dans le bureau de Madame Delcourt. La directrice, penchée sur une pile de dossiers, leva les yeux agacés quand Marie frappa. Elle ouvrit la porte, le visage impatient. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Son regard tomba sur Anna debout derrière sa mère, et son expression se durcit. « Mademoiselle Millet, je crois avoir été parfaitement claire cet après-midi. Vous l'avez été, dit Marie en entrant dans le bureau sans y être invitée. » Anna la suivit, le cœur battant. « Excusez-moi, » protesta Madame Delcourt, outrée. « C'est un bureau privé, vous ne pouvez pas. »« Je m'appelle Marie, » dit-elle, en se tournant vers elle. « Je suis la mère d'Anna. Nous devons parler de la bourse de ma fille. » Madame Delcourt se raidit. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée, surtout pas par une femme comme Marie. Elle referma la porte, le visage traversé d'une irritation contenue. « Madame Millet, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit à Anna, c'est une affaire interne à l'école. Elle est réglée. »« Non, dit Marie. Ce n'est pas réglé. » Sa voix était calme, d'une froideur tranchante. « Vous avez menacé l'avenir de ma fille sur la base d'un mensonge raconté par 2 enfants, et vous l'avez fait pour protéger un don. » Le visage de Madame Delcourt pâlit, puis se colora de colère. « Comment osez-vous? Ce que mes élèves et leurs familles choisissent de donner à cette école ne vous regarde pas. Cela me regarde quand vous vous en servez comme d'une arme contre mon enfant, » répondit Marie. Anna n'a pas fait de drame. Elle a été victime d'une farce cruelle et humiliante. « J'ai entendu l'autre version, » dit la directrice. « Vraiment, » répondit Marie, son regard glacé. Marie l'interrompit, la voix toujours basse, mais tranchante. « Avez-vous demandé à Théo Andron et Justine Millet de s'asseoir sur cette chaise où ma fille s'est assise? Leur avez-vous demandé ce qu'ils avaient fait? Ou avez-vous simplement répondu à un appel de Madame Andron avant d'écraser la cible la plus facile? Anna est ici grâce à la générosité du lycée, » répliqua sèchement Madame Delcourt. Cette générosité s'accompagne de conditions. Elle doit maintenir un dossier académique excellent et un comportement irréprochable. Fréquenter les Lemaître et les Andron de cette manière n'a rien d'irréprochable. C'est une perturbation. Elle ne les fréquentait pas, répondit Marie. Elle travaillait à une réception. Son employeur l'a forcée à y aller. Elle a été piégée, attirée dans le jardin par Justine et Théo. Ils lui ont dit qu'Adrien voulait la voir. Ils l'ont filmée pour rire. L'expression de Madame Delcourt vacilla. Un instant, c'était une information nouvelle. « C'est eux qui ont fait ça, » poursuivit Marie, par cruauté. Et quand leur plan s'est retourné contre eux, ils ont menti pour se protéger. Et vous les avez aidés. La directrice détourna le regard vers son bureau. C'était une femme de procédure de règlement. Tout cela était trop désordonné. Même si c'est vrai, dit-elle d'une voix tendue, la situation reste la même. J'ai un problème très délicat. Monsieur Armand Lemaître n'aime pas les complications. Son don est conditionné à la discrétion de sa famille. Si cette histoire prend de l'ampleur, si Adrien Lemaître se retrouve mêlé à un scandale public, vous croyez qu'on veut un scandale, coupa Marie la voix chargée d'incrédulité. Ma fille a été humiliée. On l'a traitée de harceleuse. Et vous lui avez dit de se taire, d'accepter. Vous lui avez dit de les laisser gagner. Je lui ai dit d'être discrète, siffla Madame Delcourt. Je lui ai dit de rester à l'écart. Cet ordre tient toujours. Mon devoir premier est envers l'institution Madame Millet, pas envers les états d'âme d'une élève. Les mots restèrent
suspendu dans l'air froid et définitif. Anna sentit la main de sa mère serrer la sienne. L'étreinte de Marie était d'acier. Mon père, dit-elle, était un soldat, le grand-père d'Anna. Il a combattu pour ce pays. Il nous a appris qu'il n'y a rien de plus lâche que l'abus de pouvoir. Il nous a appris que les institutions ne valent que par ceux qui les dirigent. Elle regarda Madame Delcourt avec un mélange de pitié et de mépris. « Vous avez trahi cette institution, dit Marie. Vous avez trahi ma fille, et vous vous êtes trahi vous-même. » Madame Delcourt se leva. « Je crois que vous devriez partir maintenant. »« Nous partons, » répondit Marie. Elle prit Anna par la main et la tira vers la porte. Madame Millet lança la directrice « Souvenez-vous de mon avertissement » à Anna. Sa bourse est en jeu. Un faux pas de plus, un incident de plus, et elle la perdra. « Vous nous menacez, » constata Marie. « J'énonce un fait, » répondit Madame Delcourt. « Bonne soirée. » Marie entraîna Anna dans le couloir. Elle ne dit pas un mot. Elles traversèrent les casiers vides, le grand hall silencieux, puis sortirent dans la nuit glaciale. Elles ne rentrèrent pas chez elles. Elles marchèrent jusqu'à un petit café lumineux à 2 rues de l'arrêt de bus. À l'intérieur, il faisait chaud, l'air sentait le café brûlé et le sucre. Marie commanda 2 thés. Elle s'assit en face d'Anna, dans une banquette étroite. Anna tremblait. « Maman, elle va me renvoyer. »« Non, elle ne le fera pas, » dit Marie. Elle porta la tasse à ses lèvres. Ses mains étaient parfaitement stables. C'est une lâche. Elle a plus peur des Androns et des Lemaître que de la vérité. Elle nous a montré sa faiblesse. « On ne dirait pas une faiblesse, » murmura Anna. « On dirait qu'elle a gagné. Elle ne gagne que si on abandonne, » répondit Marie. Elle tendit la main et toucha celle de sa fille. Elle t'a donné un ordre, reste loin d'Adrien Lemaître. Elle l'a fait parce qu'elle croit au mensonge de Justine. Elle pense que tu es le problème, que tu vas le harceler. Je sais. Elle pense aussi que tu es faible, que nous sommes faibles, que nous aurons tellement peur de perdre la bourse qu'on rentrera pleurer sans rien dire, que ces gosses riches s'en sortiront encore. Marie se pencha vers elle. Elle se trompe. Anna regarda sa mère et vit la flamme dans ses yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas parler à quelqu'un. C'est juste notre parole. Non, répondit Marie. Pas seulement. Il y avait une 3e personne dans ce jardin. La main d'Anna se porta instinctivement à sa poche, vers la carte. « Maman, je ne peux pas, » supplia-t-elle. « Tu l'as entendu. Ne pas le contacter. Si elle l'apprend, elle me renverra. Elle dira que j'ai désobéi à un ordre direct. Elle t'a donné un ordre fondé sur un mensonge, » dit Marie fermement. « C'est un ordre injuste. On n'a pas à obéir à un ordre injuste. Tu as le droit à la vérité. » « Et s'il ne répond pas ?» demanda Anna. « Et s'il est d'accord avec eux? Et s'il me prend pour une fille à problème? Il t'a donné son numéro. » Anna répondit. « Marie. Il t'a attendu. Il t'a vu avec moi dans le couloir. Il t'a dit que tu étais forte. Ça ressemble à un garçon qui pense que tu es un problème. » Anna resta silencieuse. « C'est le seul qui puisse arranger ça, » dit Marie. « Le seul que Madame Delcourt écoutera, le seul qu'ils craignent tous. »« Donc je l'utilise, » murmura Anna dégoûtée par l'idée. « Non, » dit Marie. « Tu ne l'utilises pas, tu l'informes, tu lui dis la vérité. Ce qu'il en fera, c'est son choix. Mais il a le droit de savoir que son nom sert à couvrir des mensonges. Il a le droit de savoir qu'une directrice menace l'avenir d'une élève pour protéger l'argent de sa famille. La logique de Marie était une forteresse bâtie sur la vérité. Elle ne laissait aucune place à la peur. « D'accord, » dit Anna. Le mot était petit, mais solide. Elle sortit son téléphone. L'écran était fêlé dans un coin. Anna regarda la petite carte blanche.
Adrien. Elle ouvrit un nouveau message. Ses pouces restèrent suspendus, au-dessus du clavier. « Qu'est-ce que je dis ?»« La vérité, » répondit Marie, courte, claire et digne. Pas de supplication, pas de colère, juste les faits. Anna inspira profondément et commença à taper. C'est Anna de la réception chez les Androns samedi soir. Elle s'arrêta, relut. « Bon début. Je suis désolée de vous déranger. Justine et Théo racontent à l'école que je vous ai suivi dans le jardin. » Elle montra l'écran à sa mère. Marie hocha la tête. Continue. À cause de cette rumeur, la directrice, Madame Delcourt, a menacé aujourd'hui de me retirer ma bourse. Elle a dit que j'étais une perturbation et m'a ordonné de ne plus vous contacter. Les mains d'Anna tremblaient. Elle avait l'impression de sauter dans le vide. Ma mère et moi venons de la voir. Elle a répété sa menace. Vous m'aviez dit de vous appeler si j'avais des ennuis. Voici ses ennuis. Elle hésita. Elle ne voulait pas paraître faible. Elle pensa à son grand-père, effaça la dernière phrase et recommença. « Je vous écris parce que ma mère pense que vous avez le droit de connaître la vérité et parce que mon avenir dans cette école est maintenant menacé. Je n'attends rien de vous, mais je ne pouvais pas laisser ces mensonges sans réponse. Merci pour votre gentillesse dans le jardin. Anna. » Elle relut le message plusieurs fois. Il sonnait juste, fort, honnête. « C'est bien, ma fille, » dit Marie d'une voix douce. Anna inspira une dernière fois, puis appuya sur « Envoyer ». Le petit message bleu resta sur l'écran, livré. Elles attendirent. Dans le café, elles burent leur thé devenu froid, sans parler. 1 minute passa. Cela sembla 1 heure. 5 minutes. 10. Anna fixait le téléphone. « Rien. Il ne répond pas, » murmura-t-elle. « Il doit me prendre pour une folle. Il regrette de m'avoir donné son numéro. »« Oh, maman, c'était une erreur. »« Non, dit Marie. Ce ne l'était pas. Sois patiente. C'est un garçon de 17 ans, il fait peut-être ses devoirs. » Le téléphone vibra sur la table. Le son fut si fort dans le silence qu'elles sursautèrent toutes les deux. Le cœur d'Anna s'arrêta. Elle regarda l'écran, ce n'était pas un message. C'était un appel entrant. Le nom affiché était simple, Adrien. La main d'Anna resta figée. Les yeux de sa mère la fixaient. « Réponds, » dit Marie. Anna appuya sur l'icône verte et porta le téléphone à son oreille. Sa main tremblait tellement qu'elle faillit le lâcher. « Allô ?» Sa voix était un souffle sec. Anna. La voix d'Adrien n'était pas celle qu'elle attendait, ni calme ni compatissante, basse tendue, chargée d'énergie. C'était la voix d'une colère maîtrisée. « Où es-tu » demanda-t-il. « Au café de la rue principale avec ma mère, celui à 2 rues de l'école, oui. » On entendit un bruit étouffé, comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. « C'est à 2 pâtés de maison. » Il revint sur la ligne. « Anna, j'arrive. Mon père est avec moi. » Les jambes d'Anna fléchirent. Elle agrippa la table. « Ton père. » « Il était là quand j'ai reçu ton message, » expliqua simplement. Adrien, comme si cela suffisait. « Nous sommes à 2 minutes. Retourne à l'école. Va dans le bureau de Madame Delcourt. Attends-nous là-bas. » Mais elle nous a menacés. Elle nous a dit de partir. « Elle te recevra, » dit Adrien. Sa voix était une promesse plate, indiscutable. « Vas-y. Nous arrivons juste derrière toi. » La ligne coupa. Anna fixa le téléphone, puis leva les yeux vers sa mère, le visage blême de stupeur. « Il vient, dit-elle. Il vient avec son père. » Le visage de Marie tendu depuis des heures se détendit soudain. Un calme profond s'installa en elle. Elle remit son manteau. « Alors ne les faisons pas attendre, » dit-elle simplement. Elles quittèrent le café, laissant leur thé froid sur la table. Le retour vers l'école fut différent. L'air nocturne paraissait moins glacé. Anna n'allait plus vers une bataille perdue d'avance.
Elle avançait vers quelque chose d'inconnu, mais elle n'était plus seule. Elles passèrent les portes du lycée Saint-Clair. Le grand hall était toujours désert. La lumière du bureau de Madame Delcourt brillait encore. Marie frappa à la porte. La directrice ouvrit le visage tordu de fureur. « Je vous ai dit de quitter cet établissement. C'est de l'insubordination. Madame Millet, je vais appeler la sécurité. » « On nous a dit d'attendre ici, » répondit Marie, se tenant dans l'embrasure et bloquant le passage. « Par qui je suis la responsable, ici ? Ce serait moi, » dit une voix au bout du couloir. Ce n'était pas fort, mais tout bruit cessa. C'était une voix qu'on ne savait pas ignorer. Madame Delcourt se figea. Adrien Lemaître avançait vers eux suivi d'un homme qui semblait être la version plus âgée, plus imposante de son fils. Grand vêtu d'un manteau sombre, parfaitement taillé, les tempes grisonnantes, les yeux identiques à ceux d'Adrien, mais dénués de toute hésitation juvénile. C'était Armand Lemaître. Il ne regarda pas la directrice. Il regarda Marie, puis Anna. « Vous devez être Anna, » dit-il d'une voix polie, mais d'un calme qui glaçait. « Oui, monsieur, » murmura Anna. « Et vous êtes Marie, » ajouta-t-il en hochant la tête vers sa mère. Madame Delcourt retrouva sa voix. Elle était méconnaissable, la tyranne furieuse, avait disparu remplacée par une hôtesse nerveuse et obséquieuse. « Monsieur Lemaître, quelle surprise, nous ne vous attendions pas. Entrez, je vous en prie, entrez. » Le regard froid d'Armand se posa enfin sur elle. Je n'en doute pas. Ils entrèrent tous dans le petit bureau, soudain trop étroit. Anna et Marie se tinrent contre le mur. Adrien resta près de la porte. Armand Lemaître prit place au centre de la pièce. Madame Delcourt se hâta de contourner son bureau, comme si ce meuble pouvait lui servir de bouclier. « À quoi devons-nous l'honneur de votre visite ?» demanda-t-elle d'une voix trop aiguë, trop forcée. « Nous sommes ici, » répondit Armand Lemaître d'un ton calme et tranchant, « parce que mon fils a reçu un message très inquiétant. Un message affirmant que vous utilisez le nom de ma famille et une promesse de don pour menacer la bourse d'une élève. » Le visage de Madame Delcourt devint livide. « Monsieur Lemaître, c'est une grossière déformation, » balbutia-t-elle. « Il ne s'agit que d'une histoire d'élèves, une simple perturbation sociale. Je cherchais seulement à préserver la vie privée de votre famille. Cette fille, dit-elle en pointant Anna du doigt, harcelait votre fils. Je gérais la situation. » Non, dit Adrien depuis la porte. Ce n'est pas vrai. Mon fils, poursuivit Armand d'une voix dangereusement basse, me dit que c'est lui qui a donné son numéro à Anna. Il me dit qu'Anna a été victime d'une farce. Et il me dit que lorsqu'il a appris que vous la menaciez, il est venu m'en parler. Parce que dans notre famille, nous ne tolérons ni les intimidateurs, ni les menteurs. Madame Delcourt regarda Adrien, les yeux emplis de panique. « Adrien, tu es un enfant, tu ne comprends pas la délicatesse de... »« Je comprends que vous l'avez menacé, » coupa-t-il froidement. « Je comprends que vous avez cru Justine Millet et Théo Andron plutôt qu'elle. Et je comprends que vous l'avez fait pour de l'argent. » « Ce n'est pas vrai, » protesta la directrice. Juste à ce moment, le téléphone de bureau sonna strident. Tout le monde sursauta. Elle s'en empara soulagée par cette distraction. « Excusez-moi, » dit-elle. « Répondez, » ordonna Armand. Elle décrocha. « Madame Delcourt. » Sa voix changea de couleur, passant du blanc au gris cendre. « Monsieur Andron. »« Oui, oui, il est ici. Bien sûr, j'attends. » Elle raccrocha le visage vidé de sang. « C'était Monsieur Andron, » murmura-t-elle. « Il arrive avec sa femme et leur fils. »« Parfait, » dit Armand. « Qu'ils soient tous là pour entendre ceci. » Les 5 minutes suivantes furent les plus longues de la vie d'Anna. Un silence lourd pesait sur la pièce. Madame Delcourt
ouvrait la bouche, la refermait sans mot. Puis des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Théo Andron entra en trébuchant les yeux rouges, poussé par son père, un homme grand massif au visage dur suivi de sa mère, la même Madame Andron, qui avait insisté pour qu'Anna travaille à la réception. Justine était avec eux, les yeux gonflés de larmes. Armand lança « Monsieur Andron, essoufflé. J'ai reçu ton appel. On est venu. Aussitôt. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Son regard tomba sur Anna et Marie. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elles sont ici, » répondit Armand, pour entendre la vérité. « La vérité, c'est que cette fille a harcelé Adrien, » s'écria Madame Andron. « Théo et Justine nous ont tout raconté, vraiment, » dit Armand d'un ton lisse. « Justine, tu as dit à tes parents qu'Anna était une harceleuse. » Justine, enhardie par la présence de ses parents, releva le menton. « Oui, elle l'a suivie dans le jardin. C'était malsain. On a dû la faire partir. »« Je vois, » répondit Armand calmement. Il tourna la tête vers son fils. Adrien sortit son téléphone de sa poche. « Justine, dit-il d'une voix neutre, tu te souviens du message que tu m'as envoyé à 10h04, le lendemain de la fête ?» Le visage de Justine se décomposa instantanément. « Je ne m'en souviens pas. Permets-moi de te le lire, dit Adrien. » Il lut à voix haute. « Adrien, je suis tellement désolé pour cette blague. C'était stupide. Théo et moi, on s'ennuyait. S'il te plaît, ne sois pas fâché, et ne le dis pas à ton père. C'était juste une plaisanterie. » Il releva les yeux. Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. « Il a un message, » balbutia Théo, la voix brisée. « Papa, il a un message. C'était une blague, juste une blague. » Madame Andron regarda tour à tour son fils et Justine. Le mensonge venait d'éclater au grand jour. L'humiliation était totale. « Vous nous avez menti, » hurla Monsieur Andron à son fils. « C'était son idée, » sanglota Théo en pointant Justine. « C'est elle qui m'a forcé. Elle disait que ce serait drôle. » Armand observa la scène, le visage figé dans un dégoût calme et puissant. Il laissa le tumulte s'éteindre puis parla. « Madame Delcourt. » La directrice leva la tête, effondrée. « La donation de ma famille pour votre nouveau pavillon scientifique, dit Armand Lemaître, est évidemment annulée. Monsieur Lemaître, je vous en prie, » balbutia-t-elle. « C'était une erreur, une regrettable erreur de jugement. Non, dit-il. C'était un échec moral. Vous étiez prête à détruire l'avenir d'une jeune fille pour garantir mon argent. Vous n'avez aucun sens de l'honneur, et vous n'aurez pas mon argent. » Il marqua une pause, puis ajouta. « En revanche, je vais rediriger la totalité de cette somme. » Il tourna la tête vers Anna. Elle servira à créer un fonds protégé au sein de cette école. Il s'appellera la bourse Robert Millet. La main d'Anna se porta à sa bouche. Elle regarda sa mère. « Elle portera le nom de ton grand-père, » dit Armand, les yeux soudain adoucis. « Elle couvrira l'intégralité de ta scolarité et de tes frais jusqu'à ton diplôme. Et ensuite, elle fera de même pour un autre élève boursier chaque année. Ce fonds sera géré par un comité indépendant. » Il fixa Madame Delcourt. « Vous n'aurez aucun contrôle dessus, et vous n'aurez plus aucun contact avec Mademoiselle Millet ou sa mère. » Est-ce clair ? Madame Delcourt hocha la tête, incapable de parler, les larmes de honte coulant sur ses joues. Les Andron restèrent silencieux. Leur disgrâce à public était totale. Armand se tourna vers Marie. « Je vous présente mes excuses, à vous et à votre fille, pour ce que vous avez subi. Cela n'aurait jamais dû arriver. »« Merci, monsieur Lemaître, » répondit Marie d'une voix ferme. « Mon chauffeur nous attend, » conclut-il. Armand hocha la tête vers son fils, Adrien. Puis il quitta le bureau, son manteau effleurant la porte. Les Andron se mirent aussitôt à chuchoter violemment, attrapant leurs enfants par les bras. Justine
pleurait. Madame Delcourt s'était effondrée dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. Adrien s'arrêta sur le seuil. Il se tourna vers Anna. Il ne sourit pas, mais ses yeux étaient empreints d'une chaleur sincère. « À bientôt, Anna, dit-il simplement. « Bonne nuit, Adrien, répondit-elle doucement. Et merci. Il hocha la tête, puis disparut dans le couloir. Le silence tomba, ne laissant derrière lui que le bruit lointain des pas et le désordre d'une pièce qui venait de voir tomber des masques. Anna et Marie se retournèrent. Elles sortirent sans un mot. Elles te laissèrent derrière elles le tumulte, la colère, la honte. Elles marchèrent dans le grand hall désert, leurs pas résonnant sur le marbre. Juste avant d'atteindre les portes vitrées, Marie s'arrêta. Elle posa une main sur la joue de sa fille. « Ton grand-père, dit-elle d'une voix tremblante, les yeux brillants. Il aurait été si fier de toi ce soir, et il aurait été fier de toi, maman, répondit Anna. Elles restèrent là un instant enlacées dans la lumière froide du hall. Anna n'était plus la fille invisible en uniforme. Elle était la fille de sa mère, l'héritière de son grand-père, et elle était forte. Marie lui prit la main. « Allez, rentrons à la maison. Et c'est là que nous allons conclure l'histoire pour aujourd'hui. Chaque fois que je partage l'une d'entre elles, j'espère qu'elle vous offre un moment pour sortir du quotidien et simplement dériver un peu. J'aimerais savoir ce que vous faisiez, en l'écoutant peut-être en vous relaxant, après le travail, lors d'une promenade nocturne, ou en cherchant simplement à vous apaiser. Laissez un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se recroisent, un petit j'aime ou un abonnement fait toute la différence. Nous essayons sans cesse d'améliorer nos histoires. Alors n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous.